Donc Patricia Erhardt va venir nous parler de la partie. Alors c'est vrai qu'on va avoir maintenant au niveau technique 3 interventions, une intervention plus maraîchage, une intervention plus horticulture ornementale, fleurs et plantes, et puis une intervention arbo. C'est vrai que l'arbo jusqu'à présent n'était pas peu présent dans nos journées techniques, et l'horticulture ornementale non plus, donc ça fait que effectivement on va essayer de voir si on peut rentrer un petit peu ces filières, faire parler de la technique de ces filières, parce que bon, on a la filière recyclage filet Paragrel qui s'est mise en place depuis 1 an. Donc on a la vice-présidente du comité des plastiques qui fait partie de cette filière. Et il y a des avancées techniques sur l'arboriculture qui sont intéressantes. Donc Patricia, je te passe la parole sur la partie... Tu as un micro, si tu veux. Comment on avance? Comment on avance? Là, voilà. Donc tu appuies sur la flèche. Bonjour à tous. Oh, ça marche pas. Il faut appuyer peut-être. Non, oui, déjà. Tu l'as cassé, tiens. Oui, j'ai déjà cassé. Oui, bonjour à tous et à toutes. Ou à toutes et à tous d'abord. Bon, je passe après Bernard, il a tout dit. Alors moi, j'ai presque plus rien à dire. Hein. Bon, je suis, tu as pas mal de choses à dire encore. Je vais plus particulièrement vous parler justement des plastiques en culture légumière, puisque c'est ma spécialité. Voilà, donc avant le plastique en agriculture, qu'est-ce que le producteur avait à sa disposition? Et qu'est-ce qu'il a toujours d'ailleurs, hein, le verre, pour les abriaux et les cloches. Je ne sais pas si vous avez connu, je pense que la plupart ont connu l'époque des cloches, hein, sur les salades. Le bois, le verre et le métal. Alors, je ne sais pas si vous avez manipulé des châssis à Nantes, mais bon, c'était quand même assez laborieux, assez lourd. C'était l'ancêtre des petits tunnels, en fait. Bon, les pailles de seigle et de roseaux, hein, qu'on utilisait comme paillassons. Les mulches et les paillis végétaux, minéraux pour le paillage du sol, qu'on retrouve un petit peu, toujours d'ailleurs chez quelques producteurs bio. Les couches chaudes et les couches tièdes, des poteries, les terrines de semis en terre cuite. Le textile aussi pour le semi-forçage. Et puis, bon, des systèmes d'irrigation qui n'étaient pas forcément canalisés avec des systèmes, avec des tuyaux en plastique. Donc, c'était soit par ruissellement à l'arrêt, ou par submersion, puis le béton pour des bassins de tous usages. En fait, bon, tout ça, ce sont quand même des matériaux qu'on utilise toujours, mais il y a beaucoup d'applications, enfin, qui sont remplacées par le plastique. Alors, qu'est-ce que les producteurs recherchent en utilisant le plastique? Bernard l'a dit tout à l'heure, hein, amélioration de la précocité, amélioration de la qualité des produits récoltés, l'amélioration des rendements, et également la sécurisation des récoltes et un étalement des calendriers de production. En fait, tout ça, c'est le plastique, en fait, c'est surtout pour mieux contrôler les conditions climatiques. Et on verra les conditions climatiques, en fait, derrière, il y a forcément une amélioration des rendements, il y a une amélioration de la fructification, de la nouaison. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'amélioration du climat. Bon, je passerai assez rapidement sur les caractéristiques des plastiques, simplement pour vous montrer qu'il existe une diversité assez importante. D'abord, il y a 2 catégories, hein, les rigides d'une part et puis les souples. Et par rapport au verre, qu'est-ce qu'ils apportent? Alors les rigides sont beaucoup plus légers en fait, donc la densité et le poids au mètre carré sont plus faibles. Et bien sûr, le poids dépend de l'épaisseur des films. Ils sont moins rigides, donc plus souples, et beaucoup plus résistants au choc, et plus particulièrement à la grêle, ce qui est très intéressant dans certaines régions. On a des coefficients de déperdition thermique qui est très voisin, et des propriétés optiques également voisines. Par contre, bien sûr, il y a toujours des petits inconvénients, hein. Ils sont moins durables et ils sont souvent inflammables. Donc, qu'est-ce que vous avez comme différents types de plastique? Du PRV, bon, c'est du polyester armé de fibres de verre qui
pour lesquels on a 80% de transmission lumineuse, des PVC orientés, biorientés, chlorure de polyvinyle biorienté, avec 80% également de transmission lumineuse, avec une bonne résistance à la grêle, des polycarbonates, qui est utilisé également en construction de serres, moins transparent que le verre malgré tout, mais aussi très résistant au choc. Et le PMMA, qui est polyméthacrylate de méthyle, qu'on appelle plus communément le plexiglas, avec 92% de transmission lumineuse, mais par contre qui est très coûteux et qui est très peu utilisé en maraîchage. Donc tous ces matériaux-là, qui sont durs, en fait, sont utilisés pour la construction de serres et d'abris rigides. Pour les souples, les souples sont prédestinés en fait pour la fabrication de films en nappe. Ils sont légers et de faible densité, donc une densité qui peut aller de 0,9 à 1,7. Une résistance mécanique également plus élevée que le verre, surtout par rapport à la grêle, et ceci même pour des épaisseurs qui sont faibles. Une bonne résistance chimique, surtout que maintenant on a affaire quand même à des films qui ont été améliorés par rapport aux produits phytosanitaires qui sont beaucoup moins sensibles, qui sont stables également sur le plan thermique sous nos climats. On sait que le film, quand les températures sont basses, ont tendance à devenir plus cassants. Par contre, quand les températures sont plus élevées, se ramollissent. Mais bon, sous nos climats qui sont quand même relativement tempérés, on a une stabilité thermique. Et puis également des propriétés optiques proches de celles du verre, bien sûr quand ils sont neufs, parce que malgré tout, l'inconvénient, c'est que ces films attirent également les poussières, donc peuvent aussi limiter à terme et la thermicité et la luminosité. Ils sont également imperméables, mais par contre, on peut rencontrer des phénomènes de condensation et de gouttage sur les parois froides qui sont maintenant palliés par des plastiques anti-gouttes qui permettent justement de pallier ces problèmes dus au gouttage et à la condensation. Donc, je vais passer assez rapidement. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est des polyéthylènes basse densité, avec un effet de serre réduit. Des polyéthylènes IR, donc, qui sont avec des charges minérales, malgré tout, qui sont moins transparents à la lumière. Des polyéthylènes thermiques, dans lesquels on a introduit des charges minérales. Des polypropylènes, que l'on utilise pour des ficelles et les bâches de semi-forçage. Le TFE, ça c'est un produit qui est relativement nouveau en France, et qui est le tétrafluoroéthylène d'éthylène, qui est assez, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, donc avec un haut degré de transmission lumineuse et qui est souvent additivé avec des anti-ruissellement et des anti-UV. Donc c'est un produit qui est utilisé au Japon et qui commence également à venir en France. Par contre, qui est relativement coûteux. Vous avez également les EVA, qui est le polyéthylène avec du vinyle acétate, donc qui a une moins bonne tenue chimique que le polyéthylène, qui est translucide ou très transparent. Et le PVC, donc, qui a une bonne transmission lumineuse et un bon effet de serre, mais qui est relativement peu utilisé en France. Ensuite, vous avez les co-extrudés ou les multicouches, qui combinent les avantages des différentes couches. Donc tous ces films-là, en fait, tous ces matériaux sont utilisés pour les films de paillage et les films de couverture d'abri, des bâches aussi, également des tubes pour l'irrigation. Donc les principales utilisations du plastique en production végétale et plus particulièrement en culture légumière, l'objectif, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est de mieux maîtriser le climat, les températures, l'hygrométrie, la luminosité, mieux maîtriser également l'état sanitaire des cultures et également la qualité des produits récoltés, et mieux maîtriser tout ce qui est intrant, aussi bien irrigation que irrigation et puis produits phytosanitaires.
Alors mieux maîtriser le climat, d'une part au niveau du sol et d'autre part au niveau des plantes entières. Donc au niveau du sol, c'est un système de film de paillage, donc, dont le but est de protéger les racines. Et au niveau des plantes entières, là on met les plantes dans des conditions de milieu beaucoup plus favorables qu'en plein air. D'une part, vous avez les bâches de semi-forçage et d'autre part, tout ce qui est abri bas ou ce qu'on appelle les chenilles et également les abris hauts, qu'on appelle communément tunnels. Donc l'avantage des films de paillage, c'est qu'on peut les colorer. Donc d'une part, vous avez les films transparents qui, eux, absorbent la totalité du rayonnement solaire et qui réchauffent le sol sans que le film lui-même s'échauffe. Les films opaques thermiques, gris fumé, rouge brique ou marron, enfin vous avez plusieurs couleurs qui va jusqu'au vert, bleu, qui ont les avantages des films, des avantages herbicides des films noirs, puisqu'ils arrêtent la poussée des adventices sous le film, et également l'avantage des films thermiques que possèdent les films transparents. Vous avez également les films blancs opaques, qui sont avec des charges soit de titane ou de blanc de zinc, qui eux, contrairement aux films transparents, réfléchissent complètement le rayonnement solaire, donc le sol en dessous reste froid et le film ne s'échauffe pas également, et souvent ces films sont utilisés en serre surtout en début de culture pendant l'hiver pour faire un éclairement supplémentaire aux plantes. Et à côté de ça, vous avez également les films noirs et blancs qui sont opaques pour une meilleure maîtrise des adventices, mais qui évitent également les brûlures de plantes. Bien sûr, en mettant le côté blanc dessus. Et puis vous avez d'autres films également qui sont à action plus spécifique, argent-noir qui repousse les insectes. Vous avez des films jaunes également qui attirent les mouches. Enfin, voilà, toute une panoplie de films. Alors, ces films ont été conçus en fait en fonction des différentes cultures. C'est pour ça, à chaque système de culture, vous avez possibilité d'avoir plusieurs types de films adaptés. Les conséquences sur les cultures, c'est un développement plus rapide du système racinaire, donc avec une reprise des plantes qui se fait plus rapidement, une capacité d'absorption de l'eau et des éléments fertilisants beaucoup plus importante, puisque là vous avez le sol qui, surtout sous les films transparents, qui est nettement plus réchauffé, une minéralisation de l'azote plus précoce, puisque vous avez un sol aussi plus réchauffé, et une amélioration également des plantes récoltées, puisque là vous isolez en fait les plantes du sol. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les fruits qui touchent le sol, comme par exemple le melon, la courgette, la fraise et puis les salades. Donc ici, vous voyez une jeune plantation de melon sur paillage en attendant qu'on pose les chenilles dans la région du Gard. Alors pour illustrer ces avantages thermiques des films, vous avez ici un graphique qui permet de voir les températures moyennes au cours d'une journée. En fait, ce sont des températures qui ont été moyennées sur une période du 3 avril au 6 mai en 2013. C'était un essai qui a été mené au CETIFL Balandran. Donc avec la courbe jaune en dessous, je ne sais pas si vous avez une petite... non, bon. Enfin, vous voyez la courbe jaune en dessous, qui est donc la température du sol nu. Donc vous voyez que c'est nettement en dessous. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tellement besoin maintenant de vérifier cet effet thermique des films. Et ensuite, vous avez au-dessus les films incolores ou verts. Le film vert étant peu coloré finalement, et vous avez le groupe des films colorés, marron, noir et puis gris fumé. Alors s'il y a une culture pour laquelle le film a vraiment fait avancer la culture, c'est bien l'asperge. On a débuté avec des films en fait, des films transparents anti-buée,
que l'on enterrait, que l'on trouait pour la récolte des turions. Et ensuite, on est passé à des films à ourlet, donc qui permet de ne pas les enterrer et qui permet de soulever et de récolter au fur et à mesure les turions. Donc ici, vous avez un essai qui a été mené au CEHM en 2001 et qui comparait un film transparent, donc c'est la courbe bleue ici. La courbe la plus basse, c'est le sol nu, en fait. Et au-dessus, vous avez tous les 5 films à roulet, en fait. Donc, on voit les avantages thermiques de ces films par rapport au film PTAB, donc le film transparent anti-buée, qui perd évidemment de sa thermicité au fur et à mesure de la récolte des asperges. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est d'améliorer la qualité des turions, tout en faisant en sorte que la récolte se fasse pas forcément systématiquement tous les jours. Et bien sûr, ça veut dire derrière une économie également de main-d'œuvre. Et avec ces systèmes, en fait, les rendements de l'asperge ont été multipliés par 3 en 10 ans. Donc quand on dit voilà, l'avantage des plastiques par rapport au rendement, là, c'est vraiment caractéristique. Bon, les bâches de semi-forçage et de chenilles, c'est encore un autre exemple des films en nappe qui remplacent très avantageusement les châssis en verre, vous voyez ici. Donc avec des chenilles, alors vous voyez un petit peu de tout, hein, des chenilles 500 trous, ici vous voyez le melon sous ces chenilles, des chenilles ficelles, donc qui sont des films plats. Dans lesquels on fait des trous au fur et à mesure de l'avancement en culture pour éviter justement qu'il y ait une surchauffe au niveau des plantes. Des bâches P17 donc en polypropylène. Et puis là vous voyez chicorée et courgette aussi sous voile P17. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je me suis trompée, j'ai mis entre parenthèses PE, là, mais c'est du polypropylène, hein, le P17. Les abris hauts et les tunnels multichapelles, alors soit des tunnels, soit des multichapelles. Vous avez toute une kyrielle de formes, de hauteur, de longueur de tunnels. Bon, ici, vous avez un abri plastique en Chine. Un exemple de culture de salade sous abri, un abri aussi en polycarbonate et puis une multichapelle plastique avec une paroi en PC, une couverture double paroi gonflable en polyéthylène. Donc en fait, quels que soient les types d'abris, formes ou matériaux, toutes ces structures permettent de réduire les problèmes sanitaires dus aux conditions climatiques. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que tout est lié aux conditions climatiques. Hein. Vous avez le vent, la pluie, la grêle, qui ont forcément une incidence après sur la nouaison, la floraison et la formation des fruits, le rendement, etc. Augmenter bien sûr les rendements et puis permettre aussi, ce qui est important, une production sur une période plus longue. Là, vous avez un exemple de rendement. Alors bon, ce sont des essais qui datent, hein, puisque ce sont des essais qui ont été faits à cette époque-là. Invenio, ça s'appelait pas Invenio, ça s'appelait RL. Et des essais qui ont été faits en 1991. Ces essais n'ont pas été renouvelés parce que c'est absolument... on sait maintenant ce qu'apporte l'utilisation des plastiques. Donc, d'une part, le premier graphique, vous avez la moyenne de rendement commercialisable des variétés de référence et puis la moyenne du taux de déchets sur ces mêmes variétés. Donc, d'une part, c'était une culture sous tunnel et d'autre part, donc sous tunnel en bleu et en plein air en vert. Donc évidemment, vous voyez que les rendements sont nettement supérieurs sous tunnel par rapport au plein air et que le taux de déchets est nettement supérieur en plein champ. Pareil, pour l'allongement de la période de récolte, ici vous avez la comparaison du nombre de jours de récolte sur des essais de poivrons en plein champ et sous abri froid, toujours effectué par l'ERL en 1993.
donc avec un rendement qui va jusqu'à 7 kg par contre, enfin sous tunnel, et un rendement à 5 kg pour le plein champ. Et bien sûr un allongement de la récolte qui va jusqu'à 120 jours sous tunnel contre 60 en plein champ. D'une part, l'allongement, en fait, on a des récoltes qui commencent plus tôt et puis des récoltes qui terminent plus tard sous tunnel. Alors bien sûr, c'était 2 essais qui étaient menés sur deux zones différentes, mais avec des plantations identiques. Enfin, 20 mai et 15 mai, c'est pratiquement pareil. Ces structures permettent aussi d'avoir recours à des modes de culture, bien sûr, des modes de culture différents, et d'avoir des calendriers de production différents. Donc, par rapport au Maroc et l'Espagne, la France vient plus tard. Enfin, normalement, ça devrait être comme ça. Juin-juillet pour la France, surtout dans la zone sud-est, et juillet-août pour la zone centre-ouest, alors que le Maroc et l'Espagne démarrent beaucoup plus tôt. Et au sein de chaque zone, on peut échelonner également les récoltes, et là, le producteur a la possibilité d'utiliser différents systèmes de culture, ce qui fait que en zone littorale du Languedoc, nous pouvons avoir des récoltes qui vont de début juin jusqu'au 15 juillet pratiquement, en utilisant ces différents systèmes de culture, des petits tunnels jusqu'au plein champ à la fin. Alors, il y a possibilité, bien sûr, de réguler le climat sous ces grands abris. D'une part, selon les types d'abris, quand les plastiques sont mis perpendiculairement à l'axe du tunnel, vous avez les aérations possibles par des écarteurs de l'aise. Quand les plastiques sont mis en longueur, oui, j'essaye d'aller un peu plus vite, vous avez des possibilités d'aérer au fêtage, en fait. Bon, également, vous pouvez utiliser des écrans thermiques sous serre. Bien sûr, ces écrans sont beaucoup plus coûteux, donc on les utilise que sous serre, mais assez peu sous tunnel. Voilà. Alors, mieux maîtriser la lumière et l'isolation. Donc, ces films ont la possibilité aussi d'avoir des avancées technologiques assez importantes. Donc là, vous avez un exemple de serre sous le TFE dont je vous parlais tout à l'heure, le F-Clean, qui a fait l'objet d'essais sur Balandran, avec des économies d'énergie de 20% par rapport à une serre verre et des rendements supérieurs à 10% parce qu'on a des vitesses de floraison beaucoup plus rapides et des poids moyens de fruits supérieurs. Bon, je passe assez rapidement. De toute façon, toutes ces données, vous les aurez après sur le PowerPoint. Autre façon de maîtriser l'état sanitaire des sols, avec un film incolore, s'il améliore bien sûr le réchauffement du sol, par contre il favorise le développement des adventices, il peut aussi favoriser le développement des bioagresseurs du sol puisque le sol est beaucoup plus chaud. Par contre, le paillage avec un film opaque permet de réduire l'usage des herbicides. Bon, également, les abris ont rendu possible la protection intégrée, chose qui n'est pas possible en plein air, avec l'utilisation d'auxiliaires et l'introduction d'insectes et d'acariens. Et on peut également réguler les entrées de ravageurs dans les abris par des systèmes de filets anti-insectes qui sont tous, bien sûr, en plastique. Et sous les serres fermées, où il n'y a qu'une seule entrée et une sortie, là on peut encore beaucoup plus réguler les entrées des bioagresseurs. Les plastiques peuvent être utilisés aussi pour la désinfection du sol, donc par solarisation, qui permet de limiter les champignons du sol et les nématodes, les mauvaises herbes également. Et la biofumigation, dont l'utilisation de plastique n'est pas obligatoire
mais qui permet de favoriser la décomposition et la libération des composés toxiques pour les bioagresseurs du sol. Toutes ces installations qui isolent la plante de l'environnement, du sol, paillage, du sol et de l'atmosphère, c'est le paillage et tout ce qui est chenille, et l'environnement général, les abrios pour les cultures palissées que sont l'aubergine, la tomate, concombre, et poivron, etc. Donc également, en plein champ et sous abri, le paillage plastique permet de réduire les projections et les salissures de fruits et de réduire les pourritures donc des déchets. Là, vous avez un exemple de melon qui est attaqué par des taupins. Alors, je ne dis pas que le plastique n'éradique pas complètement ces attaques de taupins, parce qu'ils réussissent quand même à percer les plastiques, mais ça limite quand même sérieusement. Et pour les laitues, vous avez également une protection des maladies du sol, type Rhizoctonia et Sclerotinia. Je ne reviendrai pas trop. Ça permet de réduire, bien sûr, l'abri permet de réduire le taux de déchets, d'augmenter le premier choix des fruits, par exemple tomates, courgettes, aubergines. Vous voyez ici des exemples de fruits sur lesquels on peut observer des défauts dus à des marques de vent, en fait de frottement dû au vent, des impacts de grêle aussi, les coups de soleil, et puis les portes d'entrée aux agresseurs et maladies. Ensuite, l'abri permet également d'améliorer la nouaison, de diminuer le nombre de fruits déformés et d'augmenter les rendements finaux. Et il y a une chose qui est importante également pour le personnel, c'est d'améliorer le confort de récolte plutôt que d'être dehors sous la pluie. Vous voyez, pour la fraise hors sol en substrat, et puis ici une fraise en sol sur butte, qui permet une récolte beaucoup plus facile. Pareil, mieux maîtriser l'eau et les intrants en plein champ, donc avec la possibilité d'avoir des économies d'engrais d'une part, et puis d'autre part des économies d'eau également. Donc tout ça avec des tubes qui sont soit en polyéthylène ou en polyéthylène additivé de silicone. Pareil pour sous-abri, vous voyez les goûteurs sont en polyéthylène, vous avez les cuves de récupération des drainages qui sont également en polyéthylène, les stations d'irrigation. Et également tous les autres accessoires indispensables en culture hors sol, comme les enveloppes de substrat en polyéthylène basse densité, des ficelles de palissage qui sont en polypropylène, des clips et supports de bouquet en polyéthylène, les gouttières en PVC, bâches blanches au sol pour optimiser la luminosité de la serre. Voilà, tout ça, vous voyez, il y a du plastique partout. C'est ce que disait tout à l'heure Bernard, que ferions-nous sans plastique. Mais enfin, ça, c'était pas, là je déborde un petit peu, mais que deviennent en fait tous ces plastiques en fin de vie? Donc, ça, c'est des choses quand même qu'on voit de moins en moins dans le Gard, surtout les cultures de vignes, où on voit, un jour on voit un tas de plastique, et puis le lendemain, voilà ce qu'on voit, un petit tas plein de cendres. Donc, je ne vais pas trop m'étendre, je ne vais pas parler de ce dont va parler Pierre de Lipino demain, je pense. Donc, voilà. Comme on me dit d'aller vite, je vais vite, moi je suis désolée, mais... Voilà, donc les ficelles de palissage en polypropylène font également l'objet de collecte et de recyclage. Et puis, par contre, moi je pose la question par rapport aux clips, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et quand même, c'est aussi important, si on peut réduire les déchets si on remplace quelques matériaux par des matériaux biodégradables, comme les films de paillage pour certaines cultures, c'est tout à fait possible. Les ficelles de palissage et les clips et les supports de bouquet, ça existe également. Donc là, on réduit les déchets plastiques. Bien sûr, ils ont tous un coût plus élevé. Et la condition indispensable, c'est que ces matériaux soient réellement biodégradables et surtout non toxiques pour l'environnement. Voilà, la conclusion, vous la connaissez, tous ces avantages techniques engendrés par l'utilisation des plastiques ont évidemment un impact fort sur l'économie des exploitations, je crois que c'est important de le préciser. L'amélioration de la précocité, la qualité des produits, l'allongement des calendriers de production, et ils permettent aussi d'atteindre des rendements optimaux dans les meilleurs créneaux, conditions sine qua non pour amortir ces investissements supplémentaires, parce qu'il faut bien dire, c'est quand même des investissements.
Voilà, merci de votre attention. Excusez-moi pour être allé un peu trop vite sur la fin.